Bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons les bienvenus pour cet événement pour profiter le moment sur le traité sur les combustibles fossiles à Santa Marta. Si vous voulez nous mettre sur le chat d'où vous venez, quel est votre nom, le nom de votre organisation, comme nous avons l'interprétation simultanée pour le webinaire et vous allez trouver les indications dans un moment. On pourrait mettre le prochain slide pour montrer comment accéder à l'interprétation. Donc, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Nous allons profiter le moment pour parler sur le traité des combustibles fossiles à Santa Marta. Nous avons l'interprétation simultanée. Nous sommes très heureuses de vous avoir ici. Nous avons donc l'interprétation. Si vous voulez bien, écrivez sur le chat votre nom, le nom de votre organisation et la région d'où vous venez. Il s'agit d'un moment très important pour que ce réseau soit réuni. Hum, Les, les gens sont en train de se connecter lentement, donc nous allons donner quelques minutes pour que les gens se connectent et activent l'interprétation. Merci de vous connecter. Veuillez bien écrire votre présentation sur le chat, votre organisation, votre nom. Et c'est merveilleux de voir toutes les personnes connectées pour être dans ce réseau ensemble pour préparer la conférence qui va bientôt avoir lieu. Très bien, j'espère que tout le monde ait pu avoir accès à l'interprétation. Donc, nous allons commencer encore. Nous vous souhaitons la bienvenue à cet événement. Comme beaucoup d'entre nous savons, nous allons avoir la première conférence internationale pour sortir les combustibles fossiles fin avril. Il s'agit d'un grand moment pour les organisations civiles et les communautés les plus affectées qui seront réunies à Santa Marta, Colombia, pour la première conférence internationale sur la transition pour abandonner les combustibles fossiles. Nous sommes dans un contexte impérialiste en Amérique latine et cela a créé la plus grande crise dans le provisionnement de pétrole dans les dernières décennies et nous sommes en train de voir les effets, non pas seulement sur les combustibles fossiles, mais toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc, nous sommes dans un moment de débat pour écouter les narratives, pour éliminer les combustibles fossiles. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment avoir un chemin politique pour l'initiative d'un traité des combustibles fossiles et stratégiquement pour comprendre comment renforcer cet élan pour la conférence et au-delà. Et comment garantir la participation des États qui ne sont pas encore dans la conférence pour parler sur la conférence, sur les structures et les événements parallèles. Cela a été très complexe, très fragmenté, mais en même temps, on a eu plusieurs alliés dans le traité qui sont en train de voir comment faire toutes ces activités d'une façon plus significative. Cette webinaire est là pour donner une orientation politique, un guide pratique, un alignement dans ces stratégies. Bon, je voudrais présenter les personnes ici présentes. Nous avons Catalina Caro, la coordinatrice de Sensat Agua Viva,
ambientaliste, anthropologue, féministe, titulaire d'un master en géographie de l'Université nationale de Colombie, où elle fait partie du groupe de recherche en études culturelles environnementales au Centre département de géographie. Elle a mené des recherches sur des thématiques liées aux droits humains des peuples autochtones dans le sud-ouest de la région Caraïbe de Colombie, ainsi sur les conflits socio-environnementaux liés à l'exploitation minière et sur l'éducation interculturelle. Nous avons la présence d'Alex Rafalovic, directeur du traité sur les combustibles fossiles. Il travaille depuis 15 ans comme analyste de politique publique, militant, organisateur et stratègue pour la justice climatique, notamment au sein de la Global Campaign to Demand Climate Justice de Climate Action Network et 350.org. Il a mené des campagnes numériques et électorales à travers les Amériques, l'Europe et l'Australie. Titulaire d'un diplôme de droit avec mention très bien et de l'Australian National University et d'un master en économie de l'Indira Gandhi Institute for Development Research. Il vit à Bogota, en Colombie. Nous avons également Andrés Gómez, responsable de campagne pour l'Amérique latine du FFT, une militante pour la justice énergétique et climatique, travaillant au sein de l'initiative pour un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. L'environnementaliste, ingénieur pétrolier et chercheur sur les combustibles fossiles, le climat, les sociétés post-pétrole et les transitions environnementales. Il participe à des débats, des processus et des publications nationales et internationales sur l'exploitation des gisements pétroliers non conventionnels, la fracturation hydraulique, fracking, la transition post-pétrolière. Moi, je m'appelle Mitzi Jones. Moi, également, je suis activiste climatique et je suis très contente d'animer cet événement. Donc, on va commencer et je vais passer la parole à Catalina. Bonjour tout le monde. Il est un plaisir pour mon organisation et pour la participation de cet espace. Je vous remercie de cette invitation. Donc, je vais faire une petite analyse à propos de pourquoi on va mener cette conférence en Colombie, à Santa Marta, et quel est le contexte spécifique qui fait qu'un pays comme la Colombie soit aujourd'hui au centre du débat de la sortie des combustibles fossiles. Je voudrais commencer la présentation en disant que en Colombie, on est dans les derniers mois d'un gouvernement progressiste. Je pense que c'est le premier gouvernement progressiste de notre pays. Il s'agit d'un processus qui n'a pas été facile, qui pas, n'est pas né dans un moment euh, quelconque, mais il est fruit de plusieurs mouvements populaires, différentes manifestations populaires à travers de l'organisation, est devenu une réalité pour qu'en Colombie, on a eu un gouvernement progressiste avec l'agenda des mouvements sociaux au centre. Bon, le chemin n'a pas été facile et on a eu plusieurs contradictions et néanmoins, quelques secteurs, on a eu un alignement important par rapport au mouvement des droits. Et c'est le cas, par exemple, des agendas de mouvement environnemental où tous les débats de la sortie des combustibles fossiles et la construction de sociétés durables ont été fondamentaux. Et ce mouvement environnemental populaire que pendant des années a proposé la révolution de société environnementale qui construise une logique de protection de la vie et qui nous fait sortir de l'économie rentiste, extractiviste et qui nous mène vers une société durable, juste. C'est ce qu'on a écouté de la part du gouvernement actuel. Je voudrais dire donc que la conférence est justement un des pas et des actions concrètes qu'on a réussi à avoir où le gouvernement national progressiste a réussi à être aligné avec les demandes, les voix nationales et globales qui demandent des solutions réelles envers la crise environnementale et sociale pour protéger la vie. Je dis qu'il est aligné parce qu'il est très important pour nous de la société civile d'insister en que il s'agit d'une agenda qui a été construite pendant des années, des décennies, et qu'un gouvernement comme le gouvernement de Gustavo Petro et Francia Marquez ont réussi à avoir ces demandes dans un mandat populaire. Et c'est pour cela que beaucoup d'organisations comme la nôtre et d'autres réseaux desquels on fait partie, on a réussi à participer de cette initiative. Je voulais vous raconter également que les personnes qui vont venir à la conférence à Santa Marta
Et bon, oui, il s'agit d'une ville très importante pour les Caraïbes colombiennes, pas seulement parce que c'est les Caraïbes, mais parce il abrite la plus haute chaîne de montagnes côtières du continent et il s'agit d'une zone qui est très importante pour la cosmologie des quatre peuples autochtones qui habitent dans la Sierra Nevada de Santa Marta, connue comme le cœur du monde et qui compte avec une stratégie unique et importante pour notre pays. Malheureusement, il s'agit d'une région qui a eu les impacts de l'extractivisme et il y a un port qui est exploité dans la région de César, qui est une des principales zones d'exploitation de charbon de Colombie. Et cela a signifié beaucoup de pollution et de conflits environnementaux à partir de cette situation d'exploitation de charbon. Bon, il s'agit d'un sens, d'une importance clé pour la Colombie et c'est pour cela qu'on a choisi cette ville pour recevoir toute la société civile et les gouvernements qui ont un intérêt pour mener des solutions réelles. On m'a demandé de parler brièvement sur le panorama politique colombien et sur certainement nous avons beaucoup de personnes de la Colombie ici, donc il s'agit d'un panorama politique singulier, spécifique. Euh, Comme je vous ai dit, il s'agit d'un agenda très important comme c'est le cas de la sortie des combustibles fossiles. Donc, nous sommes dans une année électorale. On a déjà eu les élections parlementaires où le pacte historique a eu le plus grand de votes dans son histoire. Ça ne signifie pas la majorité, la plupart des votes, mais c'est très important. Donc, et ça signifie la possibilité d'une gouvernabilité pour un deuxième gouvernement progressiste, mais nous, pendant tout le processus, les dernières 4 années, on sait il y a eu beaucoup de difficultés en termes de parlement, de gouvernement. Donc, il s'agit d'un des principaux enjeux qu'on va continuer à mener. Et également, on aura les élections présidentielles qui auront lieu dans le mai des mois comme un candidat que sûrement plusieurs d'entre vous ont écouté, que c'est Ivan Cepeda, candidat du Pacte Histórico. C'est le seul candidat représentant du progressisme de la, des partis de gauche qui fait face à d'autres candidats qui font partie de l'oligarchie de droite et qui continuent à être puissantes, même si fragmentées, et que durant les derniers jours, ils ont réagi, ils ont eu beaucoup de réactions par rapport à la politique publique, au besoin de laisser les combustibles fossiles, d'éviter l'expansion des entreprises d'extraction minière en Colombie. Nous avons un grand débat par rapport à l'exploitation des pétroles et au moins on a deux projets politiques différents autour de cette société colombienne que on espère qu'on continue d'être construite. Et hum, nous avons reconnu dans la société civile que le gouvernement a travaillé avec une agenda transformatrice, avec des réformes très importantes dans les thèmes comme l'eau, le travail et les droits de travail. Et comme je vous ai dit, l'agenda environnemental a été stratégique, central, et avec celle-ci, l'agenda de la transition énergétique, où la Colombie a eu un rôle très important, pas seulement en produisant des politiques publiques, mais aussi avec une promotion de la justice politique dans le pays et également de mettre dans le centre de la discussion de quelques débats aussi importants comme ceci, la sortie des combustibles fossiles, également d'une politique multilatérale qui puisse
apporter des solutions réelles pour comprendre la discussion sur la crise environnementale comme une situation complexe et qui devrait avoir également une perspective territoriale clé pour pouvoir justement dans le sens d'avoir des vraies opportunités, des solutions réelles, une perspective territoriale qui puisse résoudre et à faire attention aux besoins des peuples plus affectés. Bon, on m'a demandé également de parler sur le rôle de la société civile par rapport au développement de la conférence. Et moi, j'insiste toujours que la société civile a eu un long processus. Cette conférence est un point d'arrivée, et pas un point de départ de toutes les luttes des organisations, pas seulement au niveau national, mais global, qui ont mené pour la sortie des combustibles fossiles et aussi de la construction d'alternatives et des façons de gestion des biens communs de façon communautaire et juste. En tant que société civile, on a participé dans l'espace du sommet des peuples, où l'on a participé depuis plusieurs lieux, de plusieurs organisations, en coordonnant la participation, les méthodologies, l'importance de apporter une diversité dans ce type d'espace, qu'on puisse parler dans nos différentes langues, avec nos différentes pensées par rapport à comment sortir et comment construire des vraies solutions face à la crise climatique. Et dans ce sens-là, plusieurs personnes de la société civile, dans le cas colombien, dans le Conseil permanent de la transition énergétique, on a mené des workshops territoriaux pour que les organisations puissent participer de façon active dans la conférence et qu'on puisse apporter les solutions, les transitions qui se construisent à partir de l'exercice populaire, qu'on puisse donner une visibilité dans cet espace multilatéral. Mais comme j'ai dit et j'insiste, il s'agit d'un point d'arrivée et pas un point de départ. Et pour terminer, je voudrais dire qu'une des principales opportunités que nous avons est de penser comment construire ensemble vers un horizon commun. Et c'est stratégique il ne s'agit pas uniquement de ces trois lignes de gouvernement colombien et gouvernement de l'Hollande pour travailler dans le cadre de la conférence, mais nous avons d'autres propositions qu'on va apporter dans ces contextes, donc on peut en parler et continuer à travailler. Nous avons reçu une des principales demandes des organisations civiles. Nous venons des espaces multilatéraux où les participations sont des espaces isolés, où la société civile se réunit et où toutes leurs demandes, pensées, propositions n'avancent pas. Donc, nous avons insisté dans le besoin, et je pense que c'est une opportunité et aussi un défi de cette conférence pour que la participation soit vraiment effective et significative dans l'agenda des gouvernements, en comprenant qu'il ne s'agit pas uniquement d'un débat du gouvernement, mais également des mouvements populaires. Et moi, je pense que le besoin le plus important, c'est de demander les solutions réelles pour qu'on ne continue pas à offrir des fausses solutions qui n'atteignent pas les racines du problème et qui ce soit réellement une sortie des combustibles fossiles avec des mesures multilatérales explicites et au niveau national également des mesures politiques spécifiques. Donc, ce sont quelques des principaux défis qu'on a observés et on espère que toutes les personnes qui participent de ce webinaire puissent aussi participer dans la conférence en comprenant qu'il nous reste un chemin à parcourir pour consolider le traité de la non-prolifération des combustibles fossiles
Et pour terminer, notre ministre a insisté dans les conférences de presse qu'il s'agit du moment de prendre des décisions pour qu'on se retrouve entre les personnes qui nous sommes convaincus. Et pour nous, de la société civile, est fondamental que ceux qui ne sont pas encore convaincus, on puisse continuer à essayer de les convaincre parce qu'on a besoin d'une pression globale pour que tout le monde puisse assumer ses responsabilités face à cette crise que l'on vit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kata. Merci pour nous rappeler sur la société civile et le besoin de, que la société civile doit nous mener, nous donner l'élan. Nous avons beaucoup de questions. Nous avons une une partie pour les questions-réponses dans la partie en bas de l'écran et nous allons les répondre à la fin du webinaire. Je vais passer la parole à Alex. Merci, Mitzi, Katam. Je vais parler en anglais, mais je voudrais remercier Catalina sa, pour cette importante introduction du contexte colombien. Et je voudrais dire que son travail en Colombie a été très important pour centrer une vision post-extractiviste et pour la résistance de l'extraction de combustibles fossiles. Et cette organisation a été une des premières alliées contre le combustible fossile et un des principaux qui a mené le traité. Bon, donc, quel est le traité? Qu'est-ce que c'est le traité? On insiste parce que l'accord de Paris ne parle pas une seule fois sur les combustibles fossiles. Les organisations internationales et la coopération internationale sont et, parle uniquement des émissions à la fin de la ligne, c'est la combustion. Il est très important, il faut réduire la consommation de combustion de combustibles fossiles. Mais si on va parler sur la crise climatique, la crise écologique, il faut reconnaître que tout cela est géré par les combustibles fossiles. Donc, il est nécessaire de couper par tous les côtés. Il faut comprendre l'offre et la demande. On ne peut pas confier uniquement d'une logique néolibérale de marché où on croit que s'il y a moins de demande, il y a moins offre. En réalité, le domaine des combustibles fossiles est un des plus forts dans la politique. Nous avons observé avec les actions illégales des États-Unis et Israël en Iran. Il faut arriver à un accord pour répondre à l'offre pour des raisons climatiques, mais également pour être sûr qu'il y aura une transition économique et sociale juste. Sinon, beaucoup de pays de sud global ne pourront pas réaliser et implémenter une, euh, une sortie de combustibles fossiles. Bon, il s'agit des pays qui sont organisés. Donc, nous avons dans ce graphique le pays qui plus reçoit de revenus per capita. Et cela s'est organisé par des collègues de la société civile qui ont observé quel est le pourcentage de quelle la quantité d'argent vient de combustibles fossiles et quel est le pourcentage de travail qui est associé aux combustibles fossiles. Nous avons un pourcentage et plus à droite de axe schiste et plus de dépendance de combustibles fossiles.
Donc, la proposition qu'on a fait depuis la société civile est de créer une limite de la création de combustibles fossiles pour qu'on soit aligné avec l'objectif euh, et identifier des années de transition en dépendant de la dépendance. Il y a des pays comme Iran, Angola, qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps pour avoir cette transition versus des pays qui ont une moindre dépendance, des pays comme la Chine, l'Italie ou la Norvège qui ont besoin de moins de temps. Mais il y a également des pays qui ont des revenus per capita plus hauts que le restant des pays et qui ont un développement économique très fort. Et ce sont des pays qui devraient être là pour assurer une transition plus facile. Donc, ça, c'est l'un des moteurs pour un appel au traité. C'est un appel qui a été fait depuis 5 ans pour les organisations, pour les gouverneurs, pour les leaderships et des syndicats, des peuples autochtones, et on a eu également l'Organisation internationale de la santé. Et c'est un appel qui est lidéré par plus de 18 pays qui sont en train de discuter comment mener ce traité, comment on peut faire pour avancer. Et un des éléments que les pays sont en train de débattre, c'est par rapport à apporter cette discussion euh, dans les COP. Et c'est pour cela que le consensus est très difficile, spécifiquement par rapport aux combustibles fossiles. C'est un sujet qui a été bloqué par quelques pays depuis très longtemps. Et la reconnaissance des besoins de transition au-delà des combustibles, pour la sortie des combustibles fossiles est apparue pour la première fois en Dubaï en 2018, mais le débat ne parlait pas sur les responsabilités spécifiques pour les pays et ne mobilisait pas sur quels seraient les mécanismes. Donc, les pays qui participent à la discussion de traité sont en train de parler sur comment apporter ce sujet au niveau international. Et nous avons vu deux façons. La première, c'est avancer dans la convention cadre, mais il y a d'autres forums, par exemple la résolution des Nations Unies ou l'UNEA, qui c'est l'Assemblée environnementale. Donc, il s'agit d'une ligne de travail, des lignes de travail. Et l'autre, c'est essayer de capitaliser, de capitaliser un processus indépendant sur la transition. Par exemple, penser dans un processus parallèle et complémentaire qui permette que les pays qui sont engagés avec ce sujet-là puissent commencer à avoir des conversations profondes pour permettre le développement des mécanismes et coopération internationale. C'est une idée qui est, qui a été proposée par le gouvernement de la Colombie et le gouvernement des Pays-Bas. Et c'est là qui naît la conférence. Ça, c'est la première conférence internationale sur les combustibles fossiles. Les pays sont la Colombie et les Pays-Bas. L'initiative de traiter, ce n'est pas le seul sujet, mais on le voit comme un point de départ important pour commencer à parler sur qu'est-ce qui manque en termes de gouvernance internationale pour avoir une transition vers la sortie des combustibles fossiles et comment on pourrait avancer à ce sujet-là. Donc, la conférence, je crois qu'il y a plusieurs mots très importants dans le titre, mais un d'elles qui est très important, c'est que c'est la première conférence. Cela signifie qu'on a un agenda très important, on essaye de gérer des discussions importantes pour apporter des propositions, des contributions. C'est la première fois qu'on va parler sur les premiers pas pour avoir une transition. Donc, mais
cela signifie également qu'il y aura une deuxième conférence. Notre intention, c'est que les discussions continuent. Et Tuvalu, on dit qu'il voulait être les deuxièmes hôtes de la conférence. Donc, après les résultats de la conférence à Santa Marta, on espère avoir des propositions importantes et qui puissent avoir un impact, qui puissent être eh, menées dans le gouvernement du Brésil, par exemple. Nous, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais on peut peut-être avoir des idées utiles pour les gouvernements pour qu'ils puissent le réaliser dans leur territoire ou alors les amener aux Nations Unies. Donc, nous croyons que on peut avoir des idées importantes pour donner un suivi dans la deuxième conférence. Donc, l'agenda pour la conférence a trois piliers, comme on l'avait dit dans le gouvernement de Colombie. Le premier, c'est l'aspiration de la dépendance de combustibles fossiles en parlant sur les différents États, des différents gouvernements. Pour ceux qui ont une dépendance financière ou fiscale, beaucoup d'entre la plupart de revenus de ces pays vient de combustibles fossiles. Donc, comment planifier une transition économique? Il y a eu une étude l'année dernière qui montrait que un pourcentage important de tous ces revenus économiques était de cette situation. Donc, il y a également la transformation de offres et demandes. Comme je vous ai dit, il est essentiel qu'on puisse mener des politiques de surmonter cette situation et pour assurer l'accès à l'économie et d'accord avec la décision de la Cour internationale de justice, il est nécessaire que les États aient des permissions nécessaires pour l'exploitation des combustibles fossiles. Donc, comment on pourrait mener cette politique? Il s'agit d'une question très importante. On aurait une discussion à propos de quelles peuvent être les, les façons ou les mesures pour appuyer l'offre et la demande. Et l'autre, c'est comment avancer dans la coopération au niveau des coopérations internationales et diplomatie climatique. Il s'agit d'une partie de l'agenda où l'on croit qu'il est une opportunité très importante parce que cela représente un écart dans le système international de la même façon que nous avons un écart dans la demande de l'offre. Donc, la libération, c'est un défi et c'est une grande occasion pour toutes les personnes qui nous sommes ici en participant de discussions, mais également pour les gouvernements qui pourraient avoir des conversations honnêtes sur quels sont les écarts et comment on pourrait faire pour mener ce traité. Le traité, c'est une des seules solutions qui parle vraiment de cette agenda comme une structure, d'une façon structurelle. On sait qu'il y a plusieurs thèmes, la transition en plus des combustibles fossiles. On sait que tous sont en train de faire le possible pour travailler sur ce sujet. Donc, c'est une opportunité unique pour faire un appel pour insister sur le traité. Nous savons que le traité, ce n'est pas la seule solution de tous les problèmes, mais la conférence de Santa Marta avec cette agenda qui parle sur cet écart entre gouvernance et transition, c'est un lieu unique pour avoir des considérations
pour la possibilité de ce traité. Et pour terminer, je voudrais parler sur les obstacles au niveau légal, par exemple les disputes d'investissement, les façons que tout cela a un lieu au niveau international. Et c'est un sujet qu'il faut parler dans notre réseau. Beaucoup d'entre nous, on aimerait avoir considéré dans le développement du traité proprement. Merci. Merci Alex et merci de nous rappeler pourquoi on parle sur le traité parce qu'il s'agit d'une opportunité unique pour avancer et toutes les façons qu'on doit observer la transition juste des combustibles fossiles et pas seulement l'induction pas au niveau énergétique mais également économique. Si vous voulez poser des questions, nous avons hum, parti pour poser des questions. La dernière personne qu'on va avoir aujourd'hui, c'est Andrés qui va nous raconter sur la conférence. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus en Colombie, Santa Marta, dans cette conférence historique qui est grâce à tout le monde présent ici. Ce sera la première fois qu'on va avoir plus de 150 pays pour parler sur le combustible fossile, sur les principaux sujets qui euh, impactent la crise climatique. Les interventions d'Alex et Kata ont été très claires. On a besoin d'avancer également à Santa Marta au niveau d'un mandat sur les combustibles fossiles en tant qu'un instrument, même s'il ne s'agit pas de la seule solution, mais ça serait une construction, une approximation de tout ce que l'on est en train de faire à propos de la justice climatique et sociale. Donc, ça, c'est de ce qu'on a fait pour avancer et mettre nos perspectives et que cela puisse arriver à être clair et débattu par les plus de 150 gouvernements dans cette structure que le gouvernement a pensé d'une façon beaucoup plus inclusive. Donc, nous avons un processus d'inscription que le gouvernement a appelé comme une méthodologie de l'étonnoir. On a eu une inscription de plus de 2600 organisations de tous les secteurs qui ont été invitées à contribuer avec des outils écrits pour tout le processus. Ce sont des textes qui ont arrivé jusqu'au 14 mars. Après, le gouvernement colombien a fait des synthèses et analyses techniques pour reprendre les discussions. Et puis après, on a proposé des dialogues virtuels, des dialogues en ligne qui ont eu une grande participation. Donc, pour affiner les perspectives, depuis les perspectives de la société civile, les différents secteurs qui vont arriver à Santa Marta. Et ensuite, on a construit les positionnements des différents secteurs qui vont vers une articulation présidentielle à Santa Marta et avec lequel on va travailler entre le 24 et le 27 avant le secteur des 28 et 29. Donc, il y a une grande variété de propositions que depuis les différents secteurs de la société civile, en parlant spécifiquement sur ce sujet, se sont réunis pour créer des outils pour un espace très important qui est celui qui va être concentré sur le sommet des peuples pour un futur libre de combustibles fossiles. Et c'est Catalina qui est ici, qui fait partie de ce travail aussi important de conseil et de mouvement sans fracking également pour construire cette grande possibilité.
la même façon que CCJ et les autres organisations, comment on a pu arriver à cet espace où on va avoir des feuilles de route, des propositions qui sera également intégrées au processus officiel, à la réunion officielle du secteur qui aura lieu le lundi 27 à Santa Marta, où on aura 250 participants. Lors de cette réunion de 250 personnes, on va élire d'entre les secteurs deux personnes. Une personne qui va être le porte-parole et un autre qui va accompagner pour le segment de haut niveau. Ce sont les personnes qui auront les responsabilités de ramener les discussions et les perspectives des différents secteurs pour les positionner dans le segment de haut niveau. Il faut faire une distinction importante que c'est que on peut différencier très bien la participation par rapport à ce que on a témoigné sur les discussions dans le cadre international de climat où la participation de la société civile est presque toujours le dernier choix. Donc, je pense que cela est très important. Il faut insister qu'il est fondamental euh, mener cette proposition sur la sortie des combustibles fossiles à partir des différents secteurs pour que cela puisse avoir une promotion dans le secteur de haut niveau et qui est d'autres pays, cela arrive à d'autres pays qui ne veulent pas avoir, reconnaître leurs responsabilités. Donc, il est très important, le résultat de la conférence, on aura un document qui sera écrit à partir de toute la convention et qui sera le document avec toutes les propositions. Et, bon, c'est ça la méthodologie des entonnoirs, comme je vous ai dit. Et ensuite, je voudrais vous montrer d'une façon générale quel serait le programme, un programme général officiel et on aura le dialogue académique également de tous les secteurs religieux et de tous les autres secteurs. Et le 26, on aura les chapitres des parlementaires et l'Assemblée des peuples pour un futur libre de combustibles fossiles. Le 27, le dialogue entre les différents secteurs, le secteur des peuples autochtones. Et 28 et 29, le segment de haut niveau. Prochain slide. Nous sommes à l'attente de faire la diffusion. On va le faire à partir de site web du traité pour pouvoir comprendre tous les espaces qui vont avoir lieu à Santa Marta. Donc, je voudrais vous remercier, je voudrais vous inviter à visiter les sites Internet pour vous informer et pour qu'on puisse être plus réunis envers ces demandes vers la sortie des combustibles fossiles. Et je vais vous montrer une vidéo où vous pouvez voir le site de sommet où l'on va centraliser toutes les informations pour Santa Marta. Voilà. Donc, un événement très important qui aura lieu entre le 28 et le 29 et que pour ceux qui ne seront pas en tant qu'observateurs dans lors du segment de haut niveau, qui vous puissiez aller à la maison de traité dans son mouvement qu'on aurait d'articulation entre les différents réseaux. Pendant ces 2 jours, s'il est possible, on va avoir la transmission en live de la réunion de haut niveau pour continuer à parler sur les stratégies que pour une sortie juste et égale de combustibles fossiles.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrés, pour cette information très utile que vous avez partagée. Nous avons quelques questions. Donc, nous avons une question qui dit comment évaluer les contributions du gouvernement des Pays-Bas en tant que co-organisateur? C'est un gouvernement avec la même ambition, le même niveau d'ambition que la Colombie ou pas? Merci, Laurie. Moi, je pense que le gouvernement des Pays-Bas a pris un rôle de leader et ils ont le fait comme ça pour assurer que la conférence soit réalisée. On n'a pas beaucoup d'accès, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire, mais nous savons que quelques européens ont contribué pour cette initiative par plusieurs motifs. Parfois, et dans certains cas, c'est parce qu'ils sont préoccupés avec les accords de Paris. Plusieurs membres de ces réseaux européens sont, et, sont préoccupés pour les réunions spécifiques avec les gouvernements européens et à cause de la responsabilité qu'ils ont. Et ça représente également un grand défi pour le gouvernement européen. Bon, s'il y a des gens qui ont des questions sur l'accréditation et l'inscription à la conférence, on vous demande d'entrer en contact directement avec le gouvernement colombien. Nous avons une autre question. Comme je comprends, il y a un grand nombre de pays comme le Canada, par exemple. Comment vous voyez son rôle dans la conférence? Je crois qu'il est très important de comprendre cette première conférence comme une conférence historique, comme un premier pas vers la discussion directe et honnête sur la sortie des combustibles fossiles avec les différentes conditions de chaque pays. On n'a pas réussi cette conférence avec des 30 COP. Donc, il faut comprendre comment il y a quelques conditions pour les pays producteurs, il y a certaines conditions pour les pays qui dépendent de la consommation de combustibles fossiles, il y a également des conditions globales et on ne peut pas oublier les conditions géopolitiques à l'heure actuelle. Donc, toutes ces conversations ouvertes et honnêtes, c'est justement ce qui doit avoir à partir des trois axes de la conférence pour qu'on puisse construire des chemins solides et idéalement nous amener à la construction d'un traité sur les combustibles fossiles et sur comment on comprend toutes ces perspectives. Moi, je voudrais eh, mentionner un dernier point sur l'idée des, des, des clubs qui vont acheter ou il s'agit justement de voir dans un court terme de ces structures de marché qui puissent être favorables pour des pays qui font partie, qui dépendent et ils aient une sortie dans les conditions politiques qu'ils ont actuellement. Merci Andrés. Il s'agit d'une question très importante parce que l'on sait qu'il faut assurer une transition juste et réelle. Nous avons notre question de Thomas Singer. Peut-être Kata pourrait répondre à cette question. Si on considère les événements récents aux États-Unis, comment continuer, comment avancer vers une transition juste quand
il y a cette situation bellique et les organisations de la société civile sont euh, effrayées par l'industrie pétrolière. Bon, il s'agit d'une question que je crois que la conférence pourrait être le lieu pour avoir une réponse en collective. Je crois que la solidarité internationale, le travail des peuples, le travail collectif des peuples, la possibilité de continuer à mettre dans l'agenda les processus que les communautés, les peuples ont fait depuis très longtemps. Donc, face à un multilatéralisme qui est dans un processus d'effondrement, je crois que on a besoin de retrouver dans ce type d'espace de ce dialogue multilatéral, mais les vraies solutions viennent en réalité des peuples, de travail territorial. Je pense qu'il s'agit également d'un moment socioculturel très complexe, pas uniquement géopolitique, parce qu'il y a un, toute cette question d'un modèle impérial aussi complexe et inégal. Donc, je crois que nous sommes dans un moment où toute cette cosmogonie et toutes ces façons de construire le monde peuvent nous donner des réponses. Moi, je dirais qu'il faut euh, continuer firme dans cette lutte qui est une longue lutte et il est intéressant de ne pas perdre la capacité des peuples de penser et de se rassembler pour construire de l'espoir. Merci beaucoup, Kata. J'ai bien apprécié votre réponse. Il est vrai que quand on voit que les politiciens ne font pas leur travail de servir au peuple, c'est-à-dire peuple autochtone, communautés marginalisées, tout cela me rappelle de ces moments où ce que m'inspire et me donne de l'espoir, c'est de voir des victoires. On a vu le traité des minérations, le traité des armes nucléaires qui ont été faites pour les personnes. Et on a vu tout cela dans ce contexte. Donc, on espère que le traité pour la sortie des combustibles fossiles puisse nous aider. Bon, une dernière question. Qu'est-ce que vous voyez en tant que résultat, un résultat réel du traité? Merci, Miss, et merci tout le monde pour par vos questions. Je crois que les résultats que nous voulons, c'est que avec les dialogues et ces espaces de discussion, on puisse avoir des questions et des propositions pour considérer mais avec des solutions. C'est ça l'idée de traiter. Comme on a déjà mentionné, on voulait vous inviter à faire, à regarder les documents qui montrent ces problèmes et les solutions possibles et qu'on puisse faire l'advocacy. Et il y a des pays qui sont unis avec cet appel pour le traité, pour représenter dans les États, dans les discussions de haut niveau, le besoin de ce traité. Et on espère que cette discussion soit un espace pour créer plus de débats entre les nouveaux ou d'autres gouvernements qui sont intéressés. Et j'en espère que tous les gouvernements puissent avoir le temps et l'espace pour mener cette discussion. La conférence de Santa Marta n'est pas un espace de négociation, ne va pas
réussir à avoir des résultats sur les négociations, mais il est important d'avoir cet espace de discussion pour que on puisse comprendre les problèmes et les solutions réelles. Et en plus, les membres du groupe qui proposent le traité vont se retrouver de façon indépendante pour parler sur comment ce serait ce traité. Et peut-être on va voir des façons de partager sur comment avoir ce traité. Donc, on espère que les discussions des trois piliers, des trois axes puissent alimenter la proposition de ce traité. Donc, nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de propositions et tout cela, on va reprendre dans le futur pour comprendre comment serait ce traité. Merci beaucoup, Alex. Merci tout le monde pour être présent dans ce webinaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, s'il vous plaît, entrez dans le site qu'on a partagé avec vous. On espère vous voir à Santa Marta. Si on ne peut pas se voir à Santa Marta, on se voit dans les rues en train de lutter pour une transition juste contre le combustible fossile. Merci.